tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Préparer demain. Dans cette chaîne, nous allons partager avec vous la découverte de la permaculture, la préparation à la résilience et aux risques que peut entraîner une rupture de la normalité. Aujourd'hui, on va parler du zonage et des différentes zones en permaculture. Donc, on va partager de façon synthétique la méthode que nous allons utiliser pour la conception de notre ferme et nous espérons que vous réagirez à nos vidéos en partageant vos propres expériences. N'hésitez pas à faire des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Le partage est mot d'ordre dans notre méthode et en permaculture. Allez, on y va, c'est parti. Donc vous avez sûrement déjà vu plusieurs vidéos en permaculture et nous allons essayer de vous apporter notre compréhension à cette méthode de vie. En permaculture, on utilise souvent un zonage du terrain pour créer un design. Le design, c'est à la fois la conception, l'aménagement, la planification et l'organisation de la ferme. On fera une petite vidéo sur le design. Alors pourquoi utiliser un zonage? En fait, ça va vous servir à classer les éléments dans chaque partie de votre terrain en fonction de leur utilisation et du travail à fournir. Donc le zonage, ça doit permettre un placement optimal de chaque élément au sein du système. Donc ça permettra d'être plus efficace, de diminuer les trajets dans le jardin et de baisser la charge de travail. Le zonage, c'est une partie importante du design en permaculture. Ça nécessite du temps, mais c'est un investissement très important parce que les choix pris aujourd'hui impacteront sur les cultures du futur. Il faut donc beaucoup y réfléchir. Il existe autant de design que de permaculteurs. Ce qui marche chez les uns ne marchera pas forcément chez vous. La permaculture, c'est pas copier son voisin ou ce qu'on voit sur internet. On n'a pas tous le même projet, le même terrain, le même sol, le même climat, le même temps de travail. Alors ne copiez pas, observez, analysez, faites vos propres choix, quitte à faire des erreurs. On apprend mieux de ses erreurs que de celles des autres. Alors on va revenir au zonage. Les permaculteurs utilisent 5 zones, classées de 0 à 5, en fonction de la fréquentation nécessaire et du travail à fournir. Oui mon chéri. La zone 0, donc c'est le lieu où on vit, la maison. La zone 1, où la fréquentation est intensive et quotidienne. La zone 2, la fréquentation sera régulière plusieurs fois par semaine. La zone 3, avec une fréquentation occasionnelle. La 4, avec une fréquentation rare. Et la 5, avec une fréquentation quasi nulle. Ça sera la zone sauvage qui servira encore à l'observation. Il existe une 6e zone, donc la 6e zone qu'on appelle la zone 00. C'est pas vraiment un lieu, c'est plutôt ce qu'il y a à mettre en place avant le design. C'est l'être humain, vous quoi. Comme la permaculture, c'est copier la nature et que l'homme fait partie de la nature. Il faut d'abord définir la place qu'occupera la partie humaine dans le projet. Voilà, donc vous devez vous poser les bonnes questions. Où serons-nous le mieux? Quels sont nos besoins? Quel est l'objectif de notre projet? Quelle sera l'influence des humains? Le travail à fournir? Quelles sont les possibilités du terrain? Qu'est-ce qui est déjà mis en place? Voilà, plein de questions et en fonction de votre projet. Donc, une fois que vous avez trouvé réponse à ces questions, vous pouvez passer directement à la zone 0. Donc la zone 0, c'est tout simplement là où on vit, la maison. Vous faites un simple état des lieux de votre maison, l'orientation du terrain. Si vous avez des baies vitrées, des vérandas, pergolas, plantes intérieures, animaux domestiques, enfin un peu tout ce qui se trouve dans votre maison. Tenez également compte du projet immobilier que vous avez. Si vous voulez agrandir, si vous voulez créer une nouvelle véranda, si vous voulez creuser une piscine. Dans cette zone, on tentera de définir et de réduire la gestion des énergies en exploitant les ressources naturelles. On fera la même chose pour l'eau. Donc chauffage et eau, c'est là qu'on le traite. Le but est de créer un espace harmonieux et durable dans lequel il est bon vivre, travailler et se reposer. Allez, on quitte la maison et on rentre dans la première zone. Alors la zone 1, ça sera une zone où on interviendra régulièrement, tous les jours, et où la charge de travail est très importante. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette zone? Ça dépend de vos besoins. Chacun classera ces zones différemment.
Donc tout le monde ne mettra pas les mêmes éléments dans chaque zone. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire ce que j'ai décidé d'installer dans mon projet. Donc c'est parti. Alors la première chose, le potager avec les plantes aromatiques et médicinales. Donc c'est simple, on fait la cuisine. Hop, il manque du persil. Eh ben on va vite dans le jardin, on récupère un peu de persil et on continue la cuisine. Dans la même idée, le potager avec les légumes qu'on utilise régulièrement. Donc les salades, les tomates, je sais pas, les radis, poivrons, ce que vous utilisez régulièrement. Des petits arbustes avec des plantes fruitières, style les fraisiers, cassissiers, framboisiers en pot. Voilà. Également la même chose, tout ce que vous utilisez régulièrement. On a décidé d'y installer la serre et les châssis. La planche à semis, qui demande beaucoup de travail. Donc, on la mettra dans cette zone. On incorporera aussi un composteur pour jeter les déchets ménagers, enfin alimentaires plutôt. Un accès à l'eau, important pour l'arrosage notamment. Alors dans cette zone, on a décidé d'installer le poulailler avec les poules et les cailles. Et bien tout simplement, ça sera beaucoup plus simple pour leur ouvrir aux poules le matin et fermer le soir. Et puis aussi pour le ramassage des œufs, c'est plus simple si c'est proche de la maison. Voilà, on a également le projet d'installer un clapier à lapin. Donc on en a déjà commencé à en récupérer. Nous voulons aussi installer un petit hôtel à insectes. Donc c'est très amusant à fabriquer avec les enfants, ils adorent ça. On fera un petit film dessus. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la zone 1, donc on va pouvoir passer à la zone 2. Donc la zone 2, une zone où on interviendra régulièrement. Pas forcément tous les jours, mais plusieurs fois par semaine. Mais là où la charge de travail est encore importante. Dans cette zone, donc nous avons prévu d'installer le reste du potager, avec les haricots, les pois, les choux, les courges, tous les légumes souhaités. On installera également un élevage de petits animaux, par exemple des canards, des poules à chair, des dindes, les oies. On installera également un compost plus important, avec tous les déchets du jardin. On installera, donc il nous faudra une réserve d'eau pour l'arrosage et pour donner à boire aux animaux. Donc on a rien du tout, donc en attendant, on mettra juste des bacs de récupération d'eau, et puis on a le projet de creuser un forage, peut-être si on a la chance que l'eau soit pas trop profonde, un puits. On a décidé d'y planter aussi tout ce qui sera les arbres à fruits, donc pour le verger, les pommes, les poires, les cerises. On installera aussi la culture du maïs, qu'on mettra également, on mélangera avec le potager. Et puis aussi, on mettra un hôtel à insectes, toujours. Donc là, on mettra un plus important encore que celui de la zone 1. Et puis, on a un projet pour plus tard qui sera d'installer des ruchers. Donc, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a prévu pour la 2. On va pouvoir passer à la zone 3. Donc la zone 3, c'est une zone où on interviendra par moment, avec le travail à charge et léger. On trouvera dans cette zone surtout tout ce qui sera culture qui nécessite peu d'arrosage. Donc nous avons prévu d'y installer la culture des céréales, le blé et les orges pour nourrir les animaux. Des haies avec des petits fruitiers, style mûr, framboisier, cassissier, groseillier. Nous voulons aussi y incorporer les vignes, donc pour avoir du raisin, pas pour le vin, pas pour tout de suite en tout cas. Nous mettrons aussi des arbres à fruits secs, noisetiers, amandiers, noyers, un peu tous ces arbres. On trouvera aussi dans cette zone le gros bétail. Donc nous on a principalement décidé d'y mettre du cochon, 2 cochons notamment. Donc il faut surtout y mettre des animaux qui sont capables de s'occuper tout seuls, et surtout de se nourrir seuls.
Donc nous, pour les cochons, par exemple, on a décidé de prendre la race Mangalitsa. Donc c'est des cochons semi-sauvages et ils sont capables de se nourrir seuls. Et dans cette zone, il nous faudra également un point d'eau. Ce qu'il faudra pouvoir donner à boire aux animaux. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a prévu pour nous pour la zone 3. Et ben du coup, je vais pouvoir vous expliquer la 4. Alors la zone 4. La zone 4 est aussi appelée la zone semi-sauvage. Donc c'est une zone où on intervient rarement et où le travail à charge est léger. On trouvera notamment, nous, une petite forêt où on pourra aller couper les bois pour le chauffage. Et on espère qu'au milieu de ces bois, on aura la chance d'avoir quelques champignons et des plantes sauvages, telles que la prêle, la consoude, les orties, qui sont déjà actuellement sur le terrain. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a prévu de mettre dans cette zone 4. On va passer direct à la 5. La zone 5. Alors la zone 5, c'est une zone où les plantes, les fleurs, les arbres, les animaux sauvages, les insectes seront livrés à eux-mêmes, comme en pleine nature. C'est une zone totalement sauvage. Ça nous permettra de pouvoir continuer l'observation de notre terrain et de rechercher ce qui fonctionne naturellement, pour l'adapter aux autres zones. On doit intervenir le moins possible, uniquement pour récolter des plantes si c'est nécessaire, et du bois de chauffage. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire sur cette zone 5. Donc on a vu toutes les différentes zones qui existent en permaculture. J'ai pas précisé, déjà, première chose, le temps de travail. Le temps de travail, on compte le temps de travail pas à l'installation ou pas à la récolte. Hein. C'est l'entretien surtout qu'on prend en compte. Je vous ai pas précisé également que le zonage doit prendre en compte aussi les observations que vous avez établies avant. La qualité de votre sol, l'orientation du terrain et aussi l'exposition au vent. Tout ça, c'est très important. Il faudra peut-être créer des haies, des mares, des buttes, des tranchées. Tout ça afin de créer des microclimats et améliorer votre terrain. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit ce que je pensais pouvait vous aider au maximum. Donc j'espère que ça vous a apporté des réponses à vos questions. Que pour vous, l'utilisation et la classification des zones sont beaucoup plus simples à comprendre. Et que surtout, ça va vous aider à créer votre propre design. Donc bon design. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin. Et nous dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Merci et à bientôt.